Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir, vous pouvez applaudir, vous avez le droit d'applaudir. Bonsoir le public. Merci le public, ça fait plaisir. Bienvenue à vous, merci, bienvenue à toi le chat. Comment ça va le chat? Bonsoir, bienvenue pour cette émission de Backseat. Très content de vous retrouver les amis pour ces 2h30 qu'on va passer ensemble à parler de politique et ça fait plaisir. Je suis avec les meilleurs chroniqueurs et chroniqueuses du monde. Bonsoir Adèle, comment tu vas? Quand tu nous présentes comme ça, vachement bien. Ça roule pour toi? Ça roule. T'as passé une bonne semaine? J'ai passé une excellente semaine. Quoi de neuf? Oui, on n'est que jeudi, mais j'ai des petits trucs en préparation avec des histoires de blagues et de chroniques et je vous en dirai un petit peu plus la prochaine fois. Oh, le teasing énorme. Mais moi, je suis pas au courant, donc j'ai hâte que tu nous racontes ça. Non, mais d'accord, ok, très bien. Même toi. Même moi. Et non, je n'ai pas toutes les infos. Bonsoir Léa, comment tu vas? Bonsoir. Ça va. Bonsoir Léa. Je suis fatiguée. T'es claqué? Ah, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fatigue? Je sais pas si c'est moralement, physiquement. Oh merde, petite forme. Ouais, je crois que je suis en bout de course là. Ah merde. Ouais, préserve-toi meuf. Hein. Bah ouais, oui, non, bien sûr, mais c'est genre la campagne, le bouquin. Mais c'est cool. Je suis ravie d'être là. C'est toujours un super moment. Donc, Eh ben écoute, ça fait plaisir que tu sois là. Et merci. belle émission en perspective par ailleurs. Ouais, ça va être cool aujourd'hui. On est avec Usul aussi. Salut Usul. Bonjour. Ça va toi? Ça va mieux. Ça va mieux, ouais. Ouais. Ben ouais, la semaine dernière, t'as manqué à l'appel. Oui, je m'étais bloqué le cou. Ça tournait qu'à droite et pas à gauche? Ah non, ça tournait plus. Ça tournait plus nulle part. Donc je suis resté 2-3 jours en repos. Mais bon, j'ai plein de vidéos qui sont sorties là en début de semaine. Mais ouais, t'as fait quoi? Un OLG qui a pas mal tourné parce qu'évidemment, on parle de la candidature Mélenchon. Est-ce qu'on va voter Mélenchon? Bon, nous, on dit que oui. Oui, c'est l'OLG où vous assumez de le dire clairement. Voilà, c'est une question que tu t'es posée à un moment. Bien sûr, mais on se l'était posé aussi. Enfin, moi, je me l'étais posé à titre personnel en 2017. J'avais rien dit. Bon. Ouais, je m'en souviens, c'est vrai. Après, on peut supposer, on peut deviner, mais après, il y a des gens qui pouvaient se dire peut-être il va voter Poutou. Ouais, voilà. effectivement. Donc, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que le second tour, Le Pen-Macron n'enthousiasme pas grand monde. Et la candidature, le programme de l'avenir en commun, moi il y a beaucoup de choses où je me dis oui c'est important quand même que ça arrive au second tour, qu'il y a encore une gauche dans ce pays. Je te pose pas, c'était pas téléguidé, c'est pas ton genre, c'est pas eux qui t'ont demandé. Ah non, c'est un choix personnel. Non, puis nous-mêmes on s'est dit comment on fait ça, tu vois, on s'est demandé quel genre d'épisode on fait et on n'allait pas faire un épisode. Ce qu'on n'a pas fait du coup c'est de donner les raisons pour lesquelles il fallait voter Jean-Luc. Parce que ça, c'est aux militants de faire ce boulot-là. C'est à Quatennens sur LCI d'expliquer qu'il faut faire barrage dès le premier tour, machin. Ouais. Ça, c'est des arguments de militants. Nous, on a essayé de voir quelles sont les réserves chez les électeurs qui veulent pas se prononcer pour Jean-Luc Mélenchon et qui vont peut-être voter écolo, pas voter, etc. On a essayé d'analyser les réserves et tout en admettant qu'il y a certaines de ces réserves qui étaient fondées. Enfin, on a essayé de. Parce que par ailleurs, par le passé, tu avais déjà fait des OLG assez critiques vis-à-vis de la figure de Jean-Luc, par exemple. Oui. Là, je ne dirais plus de mal de Jean-Luc. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à ce qu'il soit sorti de ses élections, et c'est pas nécessairement dimanche. Et il peut sortir pour aller à l'Élysée derrière. Parce que il est très très toi, fort. Tu sais des trucs. C'est Jean-Luc, notre guide, notre timonier. Et c'est un homme brillant à qui on doit beaucoup, sans lequel la gauche serait peut-être à genoux, décédée aujourd'hui. Voilà, donc moi je m'abstiens de faire. Donc t'es en campagne, ça y est. Je suis en campagne pour ces derniers jours. Ok, d'accord. Bah écoute, intéressant. Tu es absolument libre de faire ce que tu veux et on va en parler avec notre premier invité de la semaine. Alors cette semaine, chers amis dans Backseat, on va parler de cette campagne. C'est le dernier Backseat avant le premier tour qui aura lieu dans 3 jours. On va analyser ça avec mes chroniqueurs et chroniqueuses. On va en discuter avec vous. Et l'invité de la semaine, ce sera Sébastien Abdelhamid qui va venir nous raconter son rapport à la politique comme chaque semaine. Un invité de la semaine de grande qualité et j'ai hâte qu'on ait cette discussion avec lui. Et en deuxième partie d'émission, notre invité politique cette semaine, ce sera Samuel Grybowski, le cofondateur de la Primaire Populaire qui a quitté la Primaire Populaire pour rejoindre lui aussi du coup la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai pas rejoint la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Non, pas au même niveau que Samuel qui lui... Voilà. Par contre, demain on va streamer. Demain, Jean-Luc Mélenchon a décidé de finir sa campagne sur Twitch. Sur un énorme stream avec plein de streamers, il y aura plein de monde. Et ce sera sur les chaînes respectives de tout le monde qui vont en fait squatter Twitch pour dire votez Jean-Luc. C'est le JLM event, quoi. Donc ça c'est la fin de la campagne. Oui, parce que la fin de la campagne officielle c'est demain. Du coup, chers amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on commence avec les sujets de la semaine. Let's go, les sujets de la semaine. Merci à tous. Alors, cette semaine, je vous le disais, pas de mystère, c'est dans 3 jours le premier tour de cette élection présidentielle. On en parle depuis 2 ans et demi, cette campagne présidentielle qui n'en finit plus de ne plus durer. Une campagne présidentielle qui est jugée comme décevante par beaucoup
de gens, beaucoup d'internautes avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Et vous, de votre côté, les amis, vous l'avez vécu comment cette campagne-là, à 3 jours du premier tour? C'est dur de prendre du recul, on en prendra encore plus après l'élection et on fera des super émissions Backseat après. Léa, elle a l'air chaude. Elle a l'air chaude pour parler là. Léa, tu veux commencer? Qu'est-ce qui te fait... Comme ça, je peux partir. Raconte-nous, Léa. Déjà, qui se souvient d'une campagne présidentielle exceptionnelle, fabuleuse? Ah, tu veux dire par rapport au passé? Oui. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Non, t'es chiante, c'est une question que j'allais vous poser après. Mais alors, on se dirait, c'est quoi une campagne présidentielle satisfaisante? Mais je pense que ça dépend aussi d'où tu te places. Il y a des campagnes. C'est quand la gauche gagne. Voilà. Pour vous, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être l'autre côté. Non, mais ça dépend. C'est quand c'est stimulant parce que tu as une certaine dynamique dans le camp dans lequel tu te trouves. Là, j'ai l'impression que dans cette campagne-là, quel que soit le camp dans lequel tu te trouves, tout le monde est un petit peu. Voilà. Non, mais c'est vrai, tout le monde et c'est un peu spectaculaire. Hein. C'est vrai que moi, je suis assez étonnée. Tu parlais des internautes, mais de tout le monde. Se demande, mais pour qui je vais voter dans 3 jours, j'en ai aucune idée et je pense que je déciderai le jour J. Enfin, peut-être pas tout le monde, puisqu'il y a des gens qui répondent à des sondages et qui ont l'air d'être assez sûrs de ce qu'ils vont faire. Mais beaucoup de gens. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus que les dernières élections, ou toutes d'ailleurs. Moi, j'avais l'impression que 2017, c'était déjà un peu ça. En tout cas, dans mon entourage. 2017, t'as des souvenirs là? Il y avait déjà cette question du vote utile. En tout cas, moi, les gens de gauche, et ce qui se passera peut-être pas dans cette dans cette élection-là, avait déjà ah ouais, mais moi je peux pas voter machin, je préfère voter machin parce que sinon machin il va pas passer, et puis il y aura machine et machin. Les stratèges à la con là. Ouais. Il y en a toujours mais il y avait quand même la dynamique Macron quand même. Enfin, il y avait des gens qui étaient enthousiastes. Tu vois, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un candidat qui crée ça autant, peut-être parce qu'il n'y a pas de nouveau vraiment. Candidat, alors que si, pourtant, il y en a quelques-uns des nouveaux. C'est peut-être une des raisons. C'est peut-être moi déjà sur le bilan, je suis d'accord avec vous. La campagne présidentielle n'est pas ce qu'on attend qu'elle soit, c'est-à-dire un grand moment de débat intelligent, de haut niveau, où on essaye de dialoguer. Sûrement pas, c'est vraiment chacun dans son couloir. Mais même explorer de manière intellectuelle des possibles avec des candidats alternatifs. Là, j'ai vraiment l'impression que cette campagne, peut-être même plus que les autres. Et encore, je suis le premier à être un peu comme toi, Léa, à dire attendez, les précédentes non plus, c'était pas la folie. À chaque fois, on est ressorti un peu rincé. Donc non, l'élection présidentielle en France sous la Ve République en ce XXIe siècle n'est pas un grand moment de débat démocratique, quoi. Non, tu voudrais nuancer ça, toi, Usul? Moi, je trouve que le niveau est bas. Ah ouais. Non, mais plus que d'habitude. Oui. Le niveau est encore plus bas. Alors, je peux passer tout le monde en revue, sauf Jean-Luc, parce que lui, Jean-Luc, là, vraiment, comme d'habitude, il a remonté le niveau. Mais enfin bon. Mais passons tous les autres en revue. La droite, Pécresse, ne croit même pas elle-même à la synthèse qu'elle propose. Elle qui est plutôt, voilà, on en a parlé ici. Elle a gagné sa primaire face à Ciotti. Elle est obligée de droitiser, de faire semblant d'imiter Sarkozy, de ressortir le Karcher. Enfin, il y a une insincérité qui est perceptible. Ah, tu trouves? Et le niveau fin de campagne, mais ouais. Ah non, elle a subi cette campagne. Non, pas à la fin. Je trouve qu'elle a repris du poil de la bête depuis son foirage total au meeting du Zénith. Elle a fini par accepter de devenir elle-même. Enfin, je trouve que dans ses interviews, quand je l'ai écouté tout, je me suis dit putain, il y a eu un shift à un moment. Mais c'est pas la seule. Fabien Roussel aussi, après son truc sur le saucisson machin. Fabien Roussel qui lui aussi est en train de réaffirmer l'identité spécifique du Parti communiste français qui avait disparu depuis 10 ans parce qu'il avait fait alliance. Et c'était exactement son rêve. C'est pour ça qu'il a gagné le parti en 2017. Donc, mais là aussi, putain, t'as entendu Fabien Roussel parler de communisme? Non. C'est con. Je suis d'accord avec toi. Ouais, moi, j'ai entendu Fabien Roussel parler de tout ce dont on a entendu parler, quoi, de nucléaire, de bagnole, d'art de vivre, des classes populaires qui aiment le saucisson. Mais une fois que tu as défendu ce truc-là, où est-ce que tu nous... Alors oui, les jours heureux, mais ça reste toujours assez vague, machin. Bon, moi je trouve que Fabien Roussel n'a pas élevé le débat dans cette campagne et allez-y les militants communistes, venez me casser les couilles pour me dire que c'est pas vrai et que je mens, je suis désolé, on peut comparer à d'autres moments, même lors des dernières campagnes communistes, il y a eu le débat était quand même plus intéressant. Les écolos qui auraient pu pareil, nous élever aussi le débat, qui se sont acharnés sur Jean-Luc Mélenchon, la guerre en Ukraine, les valeurs de l'Europe, etc., au point d'utiliser la moitié de leur temps de parole pour ça, alors qu'ils pourraient nous parler d'écologie, rapport du GIEC, ils le font, mais j'ai l'impression qu'ils font le minimum syndical. C'est beaucoup plus intéressant d'essayer de taper sur Jean-Luc parce qu'il faut dépasser les 5% à tout prix. Non, mais il y a vraiment rien qui... Et puis tu ajoutes à ça les deux candidats fachos et Anne Hidalgo, dans le déni absolu.
qui nous fait Anne une Hidalgo campagne. qui fait une campagne difficile pour le Parti socialiste. Très Planant. Difficile, ouais, le mot est Ouais, faible. elle est dans son truc. Oh, ça peut le faire. Elle est dans son truc. Pour le coup, je pense qu'elle est lucide et qu'elle a parfaitement non, elle conscience. est pas lucide. Ah si, Non, je pense si, qu'elle est ouais, lucide. exagère. Moi, je pense qu'elle est lucide parce qu'elle a parfaitement conscience que le temps n'est pas à la social-démocratie. Je pense qu'elle a complètement accepté l'idée que Oui. c'est pas le moment. Il y a eu des moments dans l'histoire de France, y compris récente, où ça a pu fonctionner cette recette-là, et elle se retrouve à défendre un drapeau et une méthode et une manière de faire qui est celle de la social-démocratie, la culture du compromis, on dialogue, on trouve des machins, qui ne fonctionnent pas parce qu'on vit un moment de radicalité. Mais elle pense qu'elle le fait correctement. Enfin, là, je rejoins Usul, peut-être pas sur le fait qu'elle est déconnectée, mais enfin, quand la question lui a été posée de est-ce qu'elle a fait une erreur dans sa campagne ou est-ce qu'elle pourrait, enfin, tu vois, se dire oh, petit mea culpa. Pas du tout. Mais c'est Elle des dit choses absolument pas. Non, non, je pense pas qu'on ait fait d'erreur. si Non, je vous pas dis d'erreur, mais- qu'elle plane et qu'elle est déconnectée, Ouais. c'est que j'ai aussi des petits oiseaux. Ah mais j'en ai aussi. Hein. qui me disent l'année. elle est vraiment dans le déni, elle est persuadée que les sondages mentent et que son Mais ça, elle le dit voilà. comme tout le monde le Et dit. que Enfin, je veux dire, c'est. non, mais elle en est persuadée. C'est Elle pas, pense vraiment c'est pas- qu'elle va on gagner le ou qu'elle va elle faire le dit en 5%. interview, c'est elle le dit en privé Mais elle est qu'elle va faire 15%, à 10%, 15. Ah, et que les Bon, sondages sont à la c'est rue 15, c'est déjà c'est pas pareil. et que c'est hein. pas possible. On en a vu d'autres dire des trucs comme ça sur les sondages par le Bah, passé. oui. Moi, pour le coup, ça, pour Bon, moi, après, c'est les effets de faut se campagne un peu méfier des Oui, c'est basiques. sondages du aussi, déni. ça je suis Enfin, c'est d'accord. du déni. Quand même. Mais c'est comme la question. C'est Bah, comme- ils le disent tous. Hein, Ils le disent de ne tous, pas mais je suis suivre d'accord avec les toi, je suis sondages, d'accord alors avec que, toi. bah, je sais pas, même Zemmour, lui Bah oui. disait qu'il, justement, sa dynamique dans les sondages, il fallait la suivre en septembre. Désormais, il dit non, mais il faut pas Non, suivre mais les ça les sondages. arrange. Bon, C'est quand on ça a les l'habitude. arrange, les Exactement. sondages, évidemment. Et on sait que c'est jamais complètement juste. Les sondages, donc oui, non, il peut bah non, y avoir sinon on aurait des- eu Jospin président, des on n'aurait pas eu le surprises, mais- Brexit, on aurait eu Hillary Clinton aux States. Enfin, non, mais oui, c'est vrai effectivement, les que sondages, 2%, de la merde, c'est quand parfois. même pas beaucoup. À 2%, c'est que dalle pour un parti qui s'en est plutôt bien sorti aux élections locales. C'est l'immense Bah, c'est paradoxe ça, ouais. de la réalité C'est ça qu'ils politique. pensaient de... qu'ils pouvaient ça fait éventuellement. beaucoup. Bien sûr, bien sûr. jouer une Non, mais carte. complètement. Et pour le coup, j'en ai parlé avec plusieurs élus socialistes, etc., qui m'ont dit on s'est fourvoyé en croyant que nos bons résultats aux élections locales, aux régionales et aux municipales avec nos camarades écolos montraient notre sérieux, notre capacité à séduire un électorat exigeant, etc. La réalité, c'est que ça s'est fait sur des moments d'immense abstention et qu'une élection présidentielle n'est pas du tout calcable sur des élections intermédiaires, qu'on le veuille ou non. C'est une réalité. Ça se base sur des personnalités, ça se base sur. Ouais. Ça fait Ça se base beaucoup sur marrer autre chose. Benoît Hamon, tout ça. J'ai lu ça Le dans le pauvre. canard tout à l'heure. Ah bah, Ouais, j'imagine, tu ouais. Qui est là, on se foutait de ma gueule avec mes 6%. Eh Mais ben, ce qui- ils vont voir. Moi, ce qui me choque le plus quand même dans cette campagne, c'est que là vraiment, alors autant, je pense que c'est symptomatique de quasiment toutes les campagnes présidentielles, mais j'ai l'impression que plus les campagnes avancent et plus c'est vrai. On ne se soucie absolument pas des programmes, mais c'est un enfer, quoi. Mais genre Ouais. un enfer. Je sais pas, moi je me dis, en 2017, j'arrivais quand même à me dire, tiens, ah oui, une mesure forte par candidat. J'arrivais à me dire, oui, bah bon, c'est le revenu universel, la droite, c'est, bah voilà, la droite. Fillon qui veut faire péter l'ISF, et puis bien sûr qui voulait aussi faire sauter la charte de l'environnement dans la Constitution. Enfin bon, des choses comme ça. J'arrivais à me souvenir quand même à des trucs assez clés, des clés de voûte un peu de leur programme. Et là, rien, quoi. C'est-à-dire que tu me demandes, c'est quoi la mesure phare de Jean-Luc Mélenchon? Je suis là. Les hydroliennes. C'est C'est quoi la les mesure hydroliennes. phare de Pécresse? Alors Non, bon, je suis d'accord avec toi. voilà. C'est très difficile à juger, encore que même moi. Enfin, après chaque élection présidentielle, c'est quand même Pourtant, très je les ai difficile de poncés, revenir. ces putains de Ouais, mais moi aussi, programmes, non, hein, moi aussi, je les ai tous c'est lus, rigolo etc. parce J'ai que- fait le boulot comme tout le monde, et je suis d'accord avec toi pour dire que ça pisse froid quand même assez globalement, que c'est souvent des grandes phrases très peu pratiques. Enfin, c'est des envies et des idées. Ce que moi je renie pas dans l'absolu. J'ai jamais été un grand fan des programmes Non, il y a des précis, trucs chiffrés, concrets. etc. Non, il y a des trucs Il très y a des concrets. mesures concrètes, il y a des dispositifs Mais on n'en parle qui sont pas, en imaginés. fait. Et on en parle très peu. Les Est-ce que c'est de la médias n'en faute- parlent pas. Alors, est-ce que c'est la faute des médias? Est-ce que c'est la faute des citoyens qui les écoutent pas Si, beaucoup? mais attends, Est-ce que, mais quand tu vois, tu vois, c'est parce que là, Élysée depuis- 2022, excuse-moi. Genre, vous allez le fêter où, votre victoire? Enfin, franchement, c'est des questions, ça? C'est des questions à 5 jours du premier tour de la présidentielle? C'est ça que tu poses? Enfin, t'es Je suis d'accord. service public, t'as la moitié de la France qui te regarde. C'est du troll, hein. Ils l'ont Non, mais posé c'est à Anne hallucinant, Hidalgo, quoi. quoi. Vous allez la fêter où, votre victoire? Ah bah je sais pas. Il n'y avait pas pensé. Elle a répondu sur les berges de quais de Seine. Seine, ouais, sur les berges de Seine, parce que maintenant Non, elles mais sont vachement franchement, bien. c'était nul à chier, quoi. Non, mais encore une fois, c'est aussi un des drames et c'est une leçon à tirer de cette Ah élection ouais. présidentielle, qu'on le veuille ou non et que ça nous fasse plaisir ou non, elle s'est passée à la télévision. Enfin, il faut l'accepter. Ça reste le média télé qui est le média majeur en France, Ouais. Ouais, mais- encore en 2022. Et c'est comme ça. Mais je sais pas si, enfin alors je sais pas si c'est ça le plus gros problème qui fait qu'elle n'était pas intéressante. Enfin, Non, vas-y. Adèle. non, mais parce que avant, elle se passait aussi à la C'est télé. vrai. Et les gens s'y intéressaient parce qu'il y avait aussi moins de sources d'informations. Et je pense que là aussi, il y a un sujet de
de trop, de tout, de partout, sur tous les médias, sur tous les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même une multiplication des médias qui parlent de ces sujets, de tous ces sujets. On était saturés. Tu zappes les informations, t'as pas le temps d'aller au fond. Non, et en fait, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles et donc, tu l'as dit, Adèle, tout à l'heure, on est sur un sujet, et moi je suis aussi frappé par ça, beaucoup de personnes qui font le constat d'une panique dans l'isoloir. On est à 3 jours du premier tour, je sais toujours pas pour qui je vais voter. Et je suis désespéré parce que je vois l'offre politique qui, certes, est plurielle. C'est vrai, ça va de la gauche révolutionnaire à l'extrême droite. On a une palette de propositions, c'est vrai. Mais il est énorme. Mais il y en a aucun qui me convient vraiment. Il y a pas. Et du coup, les gens se retrouvent forcés de faire des compromis avec eux-mêmes, ce qui est difficile. Il n'y a pas un truc enthousiasmant. Même les votes barrages font pas rêver. Et il y a ce risque d'un second tour Macron-Le Pen qui est rejeté par 80% des Français qui veulent pas en entendre parler. Et ça leur fout les boules. Parce que quand ils regardent les sondages, ils ont beau essayer d'imaginer des alternatives, elles restent hypothétiques, alors que selon eux, ça restera Macron-Le Pen, et ça déprime tout le monde au premier tour. Usul, tu voulais dire un truc? J'écoutais le chercheur en sciences politiques, Vincent Tiberi, qui a écrit un bouquin il y a pas longtemps, justement sur le vote, on en reparlera juste après, le fait de voter, etc. Mais le décalage qu'il peut y avoir entre des gens qui s'y retrouvent pas dans le paysage politique, etc., vient aussi du fait qu'il y a un véritable décalage que tout le monde constate entre la classe politique, les dirigés et les dirigeants, pas issus évidemment des mêmes milieux, etc. Donc, et qu'on peut mesurer une opinion politique globale de l'opinion publique qui tire à gauche, mais de manière assez évidente. Au début de sa campagne, Mélenchon avait mis ça en avant sur vous voulez la retraite à 60 ans, vous voulez... et il avait listé toutes ces mesures sociales pour dire qu'à chaque fois, il avait une majorité de la population qui voulait ça. Donc, il y a une opinion publique qui va à gauche. Les nouvelles cohortes générationnelles sont de plus en plus tolérantes. C'est-à-dire vous imaginez le décalage. C'est-à-dire qu'il y a un décalage absolu entre le virage complètement à droite des plateaux télé, des intellectuels organiques du système. Oh, je dis le système maintenant. Enfin, ça y est, le populisme de gauche. Ok, Juan Branco. Et voilà. Non mais de l'écosystème médiatique, voilà, beaucoup de la bourgeoisie, bien entendu. Voilà. Juste être sûr que tout soit bien dit. Évidemment, donc il y a un décalage de plus en plus fort entre ce virage réactionnaire de la bourgeoisie, voilà, systémique. Et bon non, ça veut rien dire, c'est la bourgeoisie systémique. Et l'opinion des gens qui sont de plus en plus ouverts, tolérants, féministes. On peut mesurer leur tolérance même. C'est dire. Non mais ça va avec, tu vois. Au fur et à mesure que les générations chassent les autres, on est de moins en moins raciste, on est de moins en moins sexiste, on est de moins en moins... Surtout les jeunes générations. Et là, pour le coup, il y a un décrochage générationnel aussi. Si tu te compares les gens de 40 ans avec ceux de 60, oui, c'est vrai. Ça va vers ça. Les gens sont quand même de moins en moins islamophobes. Mais qui vote en dernier ressort? Qui sont composées les élites médiatiques, politiques, etc., si ce n'est de vieux barbons de 60 ans avec des cravates, etc. Il y a quand même beaucoup de jeunes dans les meetings de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Enfin, je te dis pas que c'est la majorité, mais on peut pas dire non plus que... Regarde qui est en tête aujourd'hui des intentions de vote, des votes des jeunes. C'est pas Marine Le Pen, c'est pas Éric Zemmour. Marine Le Pen est assez haut. C'est qui? C'est Jean-Luc Mélenchon, notre sauveur. Allons bon. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais de toute façon, ça se mesure, ça. Alors moi, on me répond toujours. Mais tu te rappelles, Guillaume Erner, il me l'a fait 3 fois sur France Culture. Il était là. Oui, mais Usul, tout de même, il y a des jeunes au meeting de Zemmour. Ça t'a marqué, ça. Les bourgeois réactionnaires, ils ont des enfants. Mais ils sont même pas réactionnaires, ils sont régressifs. C'est pire. Mais est-ce que le problème est à la classe médiatique? Je suis d'accord avec toi aussi sur la classe politique. Il faut quand même reconnaître un truc, c'est que cette élection présidentielle nous propose un line-up qui n'est pas le line-up du renouvellement. On va pas se mentir, les visages sont les mêmes. On commence à les connaître par cœur. Même moi, je suis pas le plus vieux, mais putain, j'ai l'impression de vivre dans une classe politique. On nous représente les mêmes visages, même si c'est des gens qui n'ont jamais été candidats par le passé à l'élection présidentielle. Ils sont dans le périmètre depuis longtemps, ou alors ils sont présentés par des partis qui sont anciens. C'est pas le trublion de cette campagne aura été Éric Zemmour. Ça aurait été l'effet nouveauté. Ça aurait été Éric Zemmour. Vous voyez, ça va aussi dans ce que je disais. Il y avait aussi, j'insiste aussi quand même. Sandrine Rousseau. Oui, il y avait parce que quand même, on l'avait déjà dit plusieurs fois. C'est vraiment genre la personnalité politique qui a su émerger en 2022, en 2021. Et pour le coup, parce qu'elle est vraiment avec les évolutions de la société. Totalement. Moi, je me souviens, j'avais reçu sur Popol, je crois que c'était en mai 2021. Et elle disait oui, alors timidement, je suis candidate à la primaire des Verts, et personne ne savait trop qui c'était. Et genre 3 mois après, bam, 49%. Enfin, c'est fulgurant, quoi. Et c'est aussi assez évocateur, je pense, de cette nécessité
de porter des combats sur la scène politique, des combats sociétaux sur la scène politique qui finalement dépassent la lutte des classes, qui a été portée pendant très longtemps. Non mais Comment ça continue. Laisse-moi Attends, finir. parler. Qui a été quand même genre le combat social qui a été porté pendant très longtemps par les partis de gauche et qui aujourd'hui finalement se disent ok, donc il y a notamment la lutte des classes, je ne l'exclus pas, je ne l'écarte pas, surtout qu'il faut de l'écologie sociale, monsieur, oui, j'insiste là-dessus, mais il y a d'autres combats effectivement de société qui sont encore très importants, qui sont la question du féminisme, la question de l'antiracisme, la question aussi du validisme, parce que ça on n'en parle absolument pas dans cette foutue campagne, c'est-à-dire des personnes qui sont en situation de handicap, elles sont parfaitement oubliées, mais alors parfaitement oubliées, donc je pense que c'est intéressant d'en parler aussi. Et on peut tout lier à la lutte des classes et à l'exploitation capitaliste. On peut tout lier, tu sais quoi ? Au patriarcat. Mais oui, aussi. Oui. Elle n'était pas en bout de course, en fait, Léa, du tout. Elle a requinqué. T'étais pas en bout de course, là. Non, non. Mais en tout cas, ça restera dans la mémoire comme effectivement une campagne qui, en fait, qu'on soit d'accord ou pas avec l'idée qu'elle a été ratée ou pas, on peut pas ne pas tenir comme un fait politique le fait que dans l'esprit de beaucoup de gens, ça aurait été une non-campagne, une campagne ratée. Il y a aussi, on l'a pas dit, mais on peut le redire, le fait que le président de la République se soit déclaré tardivement, qu'il ait refusé de participer à un certain nombre d'exercices qui sont entrés. C'est plus ça que c'était pas si tardif par rapport à ses prédécesseurs qui se représentaient. C'est plus qu'il n'a pas participé vraiment à toutes les discussions. Mais c'est surtout aussi que, en fait, cette campagne, tout le monde dit ouais, c'est trop court, il n'y a pas eu de campagne. Mais non, c'était pas trop court, ça a commencé il y a hyper longtemps. C'est l'inverse, c'est beaucoup trop long. On est exempt, on est éreinté, on n'en peut plus, on n'arrête pas. Et c'est juste que, en fait, les portes de la course sont ouvertes tard. Mais ça faisait un moment quand même que, on en parlait, on turbinait, tout le monde s'est fatigué. Oui, il y a des choses qui se sont jouées quand même il y a quelques semaines. La chute d'Éric Zemmour, de Pécresse, etc. Le fait que Jadot n'ait pas décollé. Enfin, il y a des choses qui, en effet, là, ça avait commencé bien avant. On a 3 favoris. Mais ce qui est dingue, c'est que tu te dis qu'on est à 3 jours de l'élection et qu'il y a encore 32% de l'électorat qui dit qu'il va aller voter, mais qui ne sait pas pour qui. Alors, ça a toujours été un peu... en 2017, c'était 5% de moins. Donc, c'est quand même... Non, je sais pas, c'est pas faux, ouais. Il y a un phénomène négligeable. Il y a un chiffre aussi une tendance qui tournait sur Twitter que j'ai vu aujourd'hui dans un sondage qui a été fait, je sais plus quelle est la source, désolé, mais j'irai la retrouver, qui disait Source t'inquiète. On la connaît. Non, mais j'ai le tweet, je l'ai enregistré. C'est un sondage qui disait qu'en gros, les personnes qui étaient les plus sûres sur leur choix, enfin, les personnes qui vraisemblablement sont les plus sûres dans leur choix pour le vote sont à 15 jours de l'élection celles qui hésitent le plus. Hein ? Ouais. Attends, j'ai pas compris. Je sais, c'est pas évident. Oui, non, j'ai rien compris surtout. Par exemple, s'ils sont sûrs ou ils hésitent. 2021, t'es super sûr, tu vas dire j'y vais, je vais voter Mélenchon. Et les hésitations. D'accord, ok. Les gens sont avril devenus 2022, hésitants. t'es là, je vais peut-être voter Jadot en fait. Alors, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Les plus sûrs deviennent en partie les plus hésitants. Ça, c'est une évolution dans le mauvais sens, effectivement. C'est intéressant quand même. Ouais, ça dit quelque chose de profond. Attends, c'est la preuve que ça, pour le coup, la campagne a joué un effet sur ces personnes-là, a donné un élément de doute, d'hésitation. Est-ce que c'est des personnes qui ont été déçues par le candidat pour lequel ils étaient sûrs l'année dernière avec machin, Adèle ? Non, c'est juste que le doute, il est quand même souvent plus à gauche qu'à l'extrême droite, selon les... Alors là, là moi ils aussi, ont j'ai choix, une source, ils peuvent c'est se dire, alors... Mais non, mais vrai, c'est ceux qui doutent, c'est 6 sur 10 pour ceux qui votent Hidalgo, Jadot, Roussel, et ils sont que 3 sur 10 chez Zemmour, Le Pen ou Macron, que je ne classe pas à l'extrême droite, mais qui est dans la même catégorie des 3 sur 10. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas non plus mettre tous les Français dans le même panier. Il y a des électorats qui sont plus hésitants que d'autres. La question du vote utile à gauche est une question qui saisit la gauche d'effroi à chaque élection présidentielle depuis 20 ans maintenant. Donc effectivement, c'est une donnée à prendre en compte. Justement, le deuxième sujet de la semaine qu'on voulait aborder ensemble, c'est cette fameuse question du vote. Dimanche, les gens sont appelés à aller voter. C'est une question assez large. Faut-il aller voter ? Est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que c'est notre rôle à nous, par exemple, d'être dans l'injonction ou dans le conseil de dire aux gens allez voter ? Moi, je m'y suis toujours refusé, par exemple, mais c'est ma ligne éditoriale à moi. J'ai toujours dit, écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on en parle, mais je suis pas en train moi, je ne lutte pas contre l'abstention. C'est un phénomène politique que j'entends, que je comprends et je veux qu'on en parle. Mais je suis pas dans le conseil d'aller voter. Mais je suppose que vous n'êtes pas comme moi et c'est pour ça que je voulais vous donner l'opportunité d'en parler. Léa, tu dis aux gens d'aller voter, toi ? Non, faites ce que vous voulez, t'es comme moi. Non, je suis pas. Non, je suis pas le gouvernement. Enfin, tu vois, c'est pas ma responsabilité. Non, mais par contre. Quand tu parles à tes potes. Non, même pas en fait. Non, parce que je pense que on a le vote comme sacro-sainte de l'expression citoyenne et politique est un peu dépassé pour moi.
Je pense qu'on peut avoir un comportement politique et une façon de vivre qui est beaucoup plus politique sans aller voter. Enfin, je sais que ça peut sembler contradictoire parce qu'aujourd'hui, c'est finalement l'acte politique par excellence et ça doit changer parce que en fait, ça doit pas demeurer être ça. Enfin, il faut qu'on change ça. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent non, je vais pas voter en fait, mais qui par ailleurs vont s'engager en politique sur d'autres terrains, tu vois, sur des terrains de lutte sociétale, de lutte sociale, ou associative ou syndicale, ou syndicale, et qui vont avoir un comportement même au quotidien. Une façon de vivre, un mode de vie excessivement politique. Tu vois, moi, je connais plein de jeunes personnes dans mon entourage qui, par exemple, ne prennent pas du tout l'avion. Refusent de pas prendre l'avion. Je pense que ça, c'est éminemment plus politique que d'aller glisser un bulletin dans l'urne, à mon sens. Et je peux me Ryanair en tromper. PLS. Adèle. Qui est en PLS? Ryanair. Ouais. Ouais, alors je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, on peut faire les deux. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire aux gens, si on me le demande, d'aller voter. Parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde, ça a l'air un peu naïf et niais Non, mais c'est un argument. comme c'est argument, vrai. mais plein d'endroits où on ne peut pas voter. On a la chance de pouvoir voter. Putain, nous les meufs, ça fait que depuis 45 ans qu'on peut voter. Et ben moi, j'ai envie d'aller voter. Mais en revanche, vous pouvez voter ce que vous voulez. Et on peut aussi voter blanc. Je sais qu'il n'est pas reconnu, mais il est comptabilisé, le vote blanc. Et au bout d'un moment, quand il y aura aussi... Non. Non, je suis désolée. Si, je suis d'accord avec Adèle, ce sera un phénomène politique. J'ai le droit de le dire. L'abstention est spectaculaire, ça les empêche pas de gouverner. Ils gouverneront comme si... Mais parce que l'abstention, tu peux utiliser le prétexte qu'il y a un désintérêt, que les gens s'en foutent. Enfin, voilà. Je suis d'accord. Et je ne suis pas d'accord. Le mec qui s'est déplacé, qui a été mettre son bulletin, certes vide, enfin parce que les bulletins blancs, je le dis, c'est ou un bulletin blanc ou une enveloppe vide. Ou alors tu peux mettre des trucs. Ah non, ça c'est bulletin nul. blanc. Non, mais c'est important de bien différencier le blanc du nul parce que tu peux t'éclater comme Éric Ciotti en 2017 qui avait voté François Barouin, donc qui avait mis son propre petit bulletin. Mais là, c'est décompté dans les votes nuls. En revanche, ton vote blanc, il est comptabilisé et on voit chaque année l'augmentation du vote blanc. Et ben, je pense que c'est pas complètement et ça, absurde, même si c'est pas on n'est comptabilisé dans le d'accord. résultat, ça crée un phénomène politique. Je vois ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, beaucoup de gens et beaucoup d'internautes avec qui j'en parle sont favorables à la reconnaissance du vote blanc, y compris pour du coup donner cette option-là qui permettra d'exprimer quelque chose. Et donc c'est quelque chose que je comprends aussi. Mais ça pose la question du coup dans quel état d'esprit faut-il aller voter? Est-ce qu'il faut y aller avec légèreté, avec gravité? Est-ce qu'il faut y aller en se disant qu'on y joue sa vie? Parce que tu m'as pas demandé. Je t'ai pas mon donné la avis parole, Jules. sur est-ce qu'il faut aller voter ou pas? Et moi, il y a un truc qui est important qu'il faut avoir en tête. Est-ce que vous saviez qu'il y a un lien direct entre la masse de la participation des gens, en sachant que ceux qui ne vont pas participer sont en général les plus exclus, les plus pauvres, les plus désocialisés, etc., etc. Là où les vieux riches vont voter, les vieux de 60 ans, ça s'explique par plein de raisons. Il y a une génération baby-boomer qui était très impliquée dans la politique dès sa jeunesse et qui n'a jamais cessé de l'être et d'en faire un devoir civique et d'y aller, même quand ils ne sont pas motivés pour aller glisser leur petit bulletin Macron pour que rien ne change. Et est-ce que vous savez qu'il y a un lien entre le taux de participation et le taux de montée des inégalités? Plus la population s'engage dans le suffrage largement, plus les inégalités régressent. C'est-à-dire que l'inverse, de par les c'est vrai. politiques qui sont menées? Oui, mais évidemment. Si tu n'as pas peur du suffrage populaire, parce qu'il n'y en a pas, ou presque, et que tu sais très bien que c'est les bourgeois qui vont voter, et les vieux, et les conservateurs, les machins, tu tailles ton programme en fonction de ça. Donc même l'offre politique est influencée par ça. Sûr. Et donc, plus on participe, plus ils sont obligés de faire style qu'on est là et donc de nous proposer des trucs. Là, pour le coup, les sources, on me dit dans le chat Source t'inquiète. Non, Source, pareil, je vous renvoie à l'entretien que Vincent Tiberi a accordé à Paul Tiberge. Oui, non, c'est un I en fait. Ça se prononce I. Oui, ça se prononce. Pardon, autant pour moi. Mais moi aussi, c'est un J. J'ai toujours cru que c'était Tiberge. Et puis un jour, on m'a dit mais non, c'est Tiberi. Tu prononces mal les chercheurs. Bon, très bien. Quitte à le citer, je vais le citer tout le temps parce que du coup, c'est le sujet. Il travaille sur le vote, donc désolé. Mais en l'occurrence, non, c'est voilà. Allez, pourquoi pas ne pas voter? Parce qu'en fait, moins on vote, plus ils peuvent s'en battre les couilles des classes populaires, des pauvres, des exploités et de tous ces gens-là. Ceci étant, on a vu aussi au cours de ce quinquennat l'émergence du mouvement des Gilets jaunes qui lui aussi était riche d'enseignements sur... qui était plein d'abstentionnistes. Des abstentionnistes qui se réveillent en se disant « Ah bah je suis pas allé voter, on m'a pas pris en compte ». Justement, mais oui, mais justement ça montre aussi... Bien sûr.
Ça montre aussi l'envie des gens de se faire comprendre différemment que par l'expression du vote. Moi, je suis d'accord avec toi, Léa, sur le côté, il y a un rejet de la pratique même du vote parce que par déception, par rejet de la classe politique, et des gens qui, du coup, je suis d'accord avec toi, et moi j'ai toujours rejeté l'idée que, par exemple, les jeunes se désintéressent de la politique, c'est faux. Les jeunes s'intéressent énormément en fait aux enjeux politiques, même s'ils ne le conçoivent pas comme tel, et ils se mobilisent aussi. On le voit dans les marches climat, etc. Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, a aussi dit quelque chose d'extrêmement instructif sur la volonté de s'impliquer, d'exister, indépendamment des élections, en disant il y en a ras-le-bol des élections. C'est pour ça que ça n'a pas abouti sur un mouvement politique, institutionnel, comme on l'entend. Ce qui, je pense, n'est pas une bonne chose pour les Gilets jaunes eux-mêmes, mais ça, c'est une autre analyse. Mais je suis d'accord avec toi. L'autre sujet dont je voulais parler avec vous, toujours sur la question du vote, c'est quelle place donner au sondage dans notre esprit quand on va voter. Peut-on faire abstraction totale des sondages? La fameuse question, faut-il croire les sondages? Moi, c'est pas la question que je vous pose, c'est peut-on, en fait, faire abstraction des sondages? Peut-on aller voter sans stratégie, sans tactique? Ou est-ce qu'on est forcé quand même d'avoir au fond de son crâne la conscience que, d'après certains sondages, on serait à peu près comme ça dans ces niveaux-là? D'après vous? Déjà, on est martelé, Léa. On est martelé de sondages à longueur de journée. Je veux dire, faire sans, c'est quasiment impossible. Enfin, tu t'ouvres n'importe quel média, papier... Tu ouvres n'importe quel site internet, tu as des sondages, mais tire-larigot de partout. Quoi. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Franchement, j'en sais rien. Moi, je pense que moi, j'aime bien en tant qu'observatrice de la vie politique, je trouve ça kiffe, quoi. Enfin, ça me fait plaisir. Je suis là, il a pris 2 points, là, il y a moins 2. Ça m'éclate, quoi. Je suis à donf. Mais pour ce qui est de moi en tant que citoyenne pour aller voter, je trouve que c'est un peu dangereux, en fait. Effectivement, on parlait du vote utile la semaine dernière, et j'avais fait volontairement cette corrélation entre le vote utile et la prise en considération, le poids des sondages dans le choix politique, et finalement l'importance que peuvent avoir les sondages. Je pense que si on n'avait pas cette question de sondage, peut-être que le vote utile serait moins présent. Enfin, moi j'ai le sentiment qu'il influence clairement un certain nombre de comportements électoraux. Mais c'est une bonne, encore une fois, Moi, je trouve que c'est une bonne chose, le vote utile. Non, je te parle des sondages, c'est pas ça la question. Oui, bien sûr, mais tu dis que ça le vote utile est lié au sondage. Ça crée du vote utile. Non, moi, ça me fait chier de voter utile, pour être sincère. J'aimerais bien voter par conviction. Mais oui, mais le vote, c'est quelque chose de collectif. Oui, mais les convictions peuvent être collectives. Pour un projet de société. Mais non, c'est une bagarre là. On se bat, il y a des adversaires mais justement, en face, je pense justement, déjà ça, je pense qu'il faut complètement s'en sortir. Il faut s'extraire de la sémantique du combat pour la politique, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui nous dessert et qui dessert profondément le débat démocratique. C'est du conflit, la politique. Et ça devrait pas l'être, tu vois. Je pense que ça devrait. C'est quand il y a plus de conflit, c'est du fascisme. Ça peut être de la délibération. Parlez pas en même temps. Quand il y a plus de conflit et que tout est réglé et qu'il n'y a pas de problème et que personne n'a le droit de dire que ça va pas. T'emploies les termes conflit. C'est pas parce que tu discutes, que tu délibères, que tu es obligé de te mettre dans la notion de conflit. C'est pas du conflit, c'est de la délibération, c'est de la discussion, c'est du débat. Moi, je pense qu'il faut vraiment déjà sortir de cette putain de sémantique du combat qui est constamment convoqué de la part des médias. Je pense que là, on a juste un bon exemple quand même de l'expression politique plus femme, vue par une femme, et l'expression politique. Ah si, là c'était t'as quand même toute le... Je sais pas si c'est vu par femme ou homme, mais sur les énergies... C'est des cultures politiques différentes. Ta sémantique est... Non, mais pas du tout, mais ta sémantique est hyper violente et brutale, et très, très masculine, je veux dire, dans l'approche, dans le combat, la conquête, alors qu'effectivement, Léa était quand même plus dans la discussion, le débat, et donc voilà, je trouvais ça intéressant. Tu penses que la politique, c'est du conflit? Je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Si on met tout le monde d'accord, ça peut être sur la base de tromperie, ça peut être sur la base... Il y a dans cette société des gagnants et des perdants. Il y a des exploités et des mecs qui les exploitent. Donc, mettre tout le monde d'accord sur un juste degré d'exploitation, en supposant que... Enfin, non, mais tu vois... Mais attends, c'est pas parce que tu débats que t'es d'accord, hein. C'est pas parce que t'es dans le conflit que t'es pas d'accord. La politique, c'est tu une peux question être d'accord, de vie ou de mort. mais encore une fois, sans non, t'exagères. La politique, c'est une question de vie ou de mort. Je suis d'accord. Ça l'est, mais je pense quand même qu'il faut rentrer dans une nouvelle ère peut-être de débat démocratique qui sortirait de cette notion de duel, de conflit, on est vraiment là-dedans, quoi, d'adversaire. On n'est pas sur... Je pense que si on aurait tout à gagner d'être sur des logiques peut-être de coalition, comme dans les démocraties parlementaires, tu vois, dans les régimes parlementaires, où on est obligé de faire de la coalition, on est obligé de composer constamment avec des sensibilités politiques différentes. Je pense qu'aussi la Ve République joue beaucoup sur ce côté très vertical de l'exercice du pouvoir. Ouais. Et à mon sens, on aurait tout à gagner d'avoir casser un peu ces codes justement virils du combat pour entrer dans quelque chose de plus horizontal et plus inclusif. Vous connaissez cet épisode de Malcolm où on voit Dewey
qui a une armée de Playmobil. Toi tu vis, toi tu meurs. Et qui dit toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Ça c'est la politique. C'est qui est Dewey. Mais c'est... Qui va être ce Dewey? Parce qu'ils font ça les politiques. Toi tu vis, toi tu meurs. Toi, tu vas crever avec 400 € par mois. C'est pas un si chouïa ce n'est rien. caricatural, ça. Mais non, il y a 300 000 personnes dans la rue. Qui ne mènent pas les politiques qui répondent à des problèmes d'injustice, etc. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ces gens meurent. Ils ne décident pas de la mort des gens. Enfin, tu vois, c'est pas. Ouais, j'allais dire Jean-Luc Mélenchon, c'est qui est-ce qui choisit? Tenons-les responsables à un vit. moment des morts que ce système. Enfin, les morts au travail. Tu peux être responsable sans dire que tu vas te battre en duel avec quelqu'un, quoi. Tu peux le tenir responsable. Et il y a plein d'autres mécanismes aussi, d'ailleurs, qu'un État de droit permet, tu vois, pour tenir les gens responsables d'un certain nombre de choses. Et je pense que la démocratie doit dépasser vraiment ces notions de conflit. La démocratie, c'est l'organisation civilisée de ces conflits. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, bien sûr, mais du coup, quand tu rentres dans une logique de combat, ce n'est pas civilisé. Bah si, c'est civilisé, l'affrontement est avec des règles, on va sur des plateaux télé, on se met pas sur la gueule. Les députés se défient encore en duel au pistolet dans les années 70. Donc bon, on a dépassé un peu ça, maintenant on fait des tribunes assassines, on critique, on insulte aussi, pourquoi pas. Oui, mais je pense que ça dessert le débat démocratique. Mais encore une fois, derrière, on n'est pas on n'est pas en train de débattre du sexe des anges. On est sur que ça a des conséquences choses directes très, sur très la vie des gens. concrètes sur la vie des gens. Ça me paraît pas absurde que des fois on soit sincèrement indigné, qu'on ait vraiment envie d'insulter ces gens-là. Pour le coup, ce que je trouve chouette, c'est que la démocratie est justement le système qui permet d'accepter différentes manières de penser la démocratie elle-même. Et c'est justement le débat que vous venez d'avoir est exactement symptomatique de ça, c'est qu'on n'est pas tous d'accord. Et tous les politiques et tous les candidats qui se présentent à l'élection ne sont pas tous d'accord sur ce que c'est pour eux que la démocratie. Est-ce que c'est un combat? Est-ce que c'est une délibération? Est-ce que c'est quelque chose de superflu? L'autre question que je voulais vous poser à tous les trois, parce qu'on en parle aussi de plus en plus, faut-il continuer à élire directement le président de la République au suffrage universel direct? Cette grande innovation de Gaulle de 1962, très liée à sa personne et à son parcours politique personnel et à sa vision du pouvoir, est-ce qu'en 2022 après Jésus-Christ, on peut encore continuer, est-ce qu'on doit encore continuer à se placer dans cette logique-là du pouvoir? Elle est chiante cette question. Excellente question, elle est chiante, cette Jean question. Massier. Ben ouais, elle est chiante parce que les Français ils sont très attachés. Ouais. Et ça, que tu le veuilles ou non, Ça, c'est vrai. tu peux avoir, parce que oui, moi je suis plutôt d'une tradition politique très liée à la contestation de ce caractère vertical du pouvoir. Je suis un grand parlementariste, donc j'ai toujours plutôt aimé la délibération machin, tout en comprenant les limites de la 3e et la 4e République auxquelles je veux bien. Mais bon, c'est vrai que moi ce côté césariste m'a toujours fait chier dans les campagnes présidentielles. J'en ai marre qu'on choisisse un sauveur tous les 5 ans. Ça m'énerve. Ceci étant, c'est vrai que j'écoute quand même pas mal de personnes en parler et dire oui, mais compte tenu de la situation et compte tenu de la réalité, notamment géopolitique, ça donne quand même du poids. Ça donne quand même vachement plus de poids d'avoir un président de la République élu au suffrage universel direct qu'un chancelier allemand élu par une coalition gouvernementale dans une antichambre. Tu vois, j'en comprends la logique. Ça veut pas dire que j'y adhère, mais il y a une stabilité parce qu'il y a des chanceliers allemands qui sont réélus plein de fois. Il n'y a pas plein d'instabilité comme nous. On veut tout le temps de l'alternance. Ouais, c'est vrai. Donc je ne sais pas si c'est forcément mauvais. Après, moi j'ai l'impression que le sujet aussi, c'est le problème de la proximité des élections législatives avec les élections présidentielles et le fait que il y a une présidentialisation, comme on dit, de notre régime. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas parler d'un sauveur. C'était pas comme ça. Même si c'était très lié à la personnalité de Gaulle, l'idée c'était il y avait un président et puis il y avait un premier ministre et un gouvernement. Et il pouvait y avoir d'ailleurs une cohabitation. Et donc c'était pas aussi personnalisé. Et là, je pense que c'est un peu ce qui nous dessert depuis qu'il n'y a plus le septennat, finalement. Macron a dit qu'il était ouvert à la discussion pour désynchroniser cet agenda. D'autant plus que là, j'ai vu dans un article il n'y a pas longtemps, alors tu me confirmeras, je ne suis pas sûr, apparemment là on a un trou d'élection. Avec pas d'élection pendant 4 ans derrière. Pour la première fois depuis les années 60, pendant 4 ans, on va avoir aucune élection. C'est intermédiaire. Mais on va fermer la boutique, nous. Non. Que va devenir Bercy? Putain, qu'est-ce qu'on va commenter? Non, mais ça va être impressionnant. Les années 2020 vont être des années extrêmement intéressantes, d'autant c'est un hasard, c'est un trou d'élection. Pas une élection européenne là qui arrive? Faut croire que non. Attends, je sais plus, mais j'ai lu le même article que toi qui effectivement m'a fait réaliser ça, que j'avais complètement sorti. Et européenne, c'était 2018. Parce que là, c'est bon, on a notre président de région, on a notre maire, on va avoir nos députés. Pendant 3 ou 4 ans, il y aura 2 fêtes, pas d'élection. 2024, il y aura du coup des élections. En 2022, on aura
On est en 2022. En 2027, pardon. La même année, on aura la présidentielle, mais on aura aussi d'autres élections. Alors, j'ai oublié lesquelles, peut-être les régionales ou je sais plus quoi. Donc ça va être. Voilà, 2027 va être hyper intéressant. Mais pour en revenir du coup à la question de l'élection du président de la République, on en revient justement à la notion de qu'est-ce que c'est qu'un président de la République et qu'est-ce qu'on en attend. Et moi, je suis premier à ne plus savoir exactement où je me situe là-dedans. Quoi. Moi, peut-on se sortir de ce truc-là? Moi, je le vire, je mets un binôme. Un binôme? On a déjà essayé en France, ça marche pas très bien. Je sais pas, c'est juste insupportable que tout. Napoléon, il y en a quand même un des deux qui finit par prendre le pas. Oui, c'est vrai. Je sais pas, je trouve ça un peu insupportable que tout repose sur la tête d'une seule personne. Je trouve ça dangereux en fait. Je trouve ça vraiment dangereux, cette concentration des pouvoirs. Je suis d'accord avec toi. Non, mais encore une fois, mais tout en contestant cette concentration des pouvoirs, déjà, je me pose la question de savoir si on peut faire autrement, parce que un homme ou une femme qui a la légitimité du suffrage universel direct, c'est phénoménal politiquement. Je ne dis pas institutionnellement. C'est d'abord un fait politique. La personne qui préside la République, c'est une personne qui a reçu une majorité de bulletins sur plusieurs dizaines de millions de votants. C'est énorme comme légitimité politique. Ça allait beaucoup trop. Ça allait beaucoup trop. Mais c'est énorme. Il a en face de lui, en principe, un Parlement qui est censé être son contre-pouvoir. Parce que l'Assemblée nationale, je le rappelle, a la même légitimité que celle du président de la République. Le suffrage universel direct. Sauf que nos institutions, depuis le quinquennat, sont faites de telle manière que l'Assemblée nationale, elle a vocation à se faire marcher sur la tronche, quoi. Et c'est terrible. Et on se retrouve avec quoi? Le Sénat. Il ne nous reste plus que le Sénat comme contre-pouvoir. C'est pas ironique, ça, quand même. Le Sénat qui fait des commissions d'enquête. McKinsey, Benalla, Covid. Et le Sénat qui va bloquer... le Sénat qui devient une chambre passionnante. Alors que bordel, c'est un peu les quepons de la République, effectivement, maintenant. Moi, je serais assez pour qu'il y ait une 6ème République. Vous connaissez, vous, un candidat là qui propose ça? Yannick Jadot, je crois. Ouais. Non, attends, Anne Hidalgo. Non, Anne Hidalgo, elle a dit non sur le plateau de Backseat. Putain, mais écoutez les interviews qu'on fait. Donc voilà, donc ça aussi c'est un sujet, et c'est pour ça que pour en revenir à la question de comment faut-il aller voter dimanche, moi si vous souhaitez aller voter, je vous invite à y aller. Oui, faites ça, oui. En pleine conscience des limites aussi du truc, en ayant conscience que vous participez à un truc qui a ses limites, qui sont pas top, que c'est pas ouf, etc. Et en gardant cette distance critique de se dire non, je choisis pas un sauveur, je choisis une personne qui va se retrouver dans un costume que j'ai pas choisi, que j'ai pas taillé pour lui, qui a été taillé par l'histoire et par nos institutions. Absolument. Et qui est pas un super bon costume, quoi. Et c'est pas cool. Donc restez critique, y compris les gens pour qui vous votez. Et d'ailleurs, si je dois vous donner un conseil pour voter, n'hésitez pas aussi à voter pour des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas entièrement d'accord. Faites des compromis avec vous-même. Non, mais c'est vrai. Je reviens du coup à la première question que je vous ai posée sur le côté. Cette campagne, elle est décevante. C'est vrai qu'on vit dans une saucisse. Hein. Ça, c'est vrai, on vit dans une saucisse. Non, mais ça, c'est bien. On vit dans une société de la consommation, de l'hyperservice où tout doit être absolument calibré pour nous. Nos services clients sont adaptés à nos besoins, à nos envies, etc. C'est vrai. Et c'est très chouette. Mais l'élection présidentielle, c'est un moment où on doit réapprendre à faire ce truc un peu bizarre qui s'appelle un compromis. L'intérêt général. On vote pour un président. C'est un rôle débile. On est d'accord que ça devrait plus exister, ce truc, cet archaïsme monarchique, machin. On est d'accord. Mais bon, ça va nous donner un chef surpuissant, autant qu'on le choisisse, quoi. Oui, mais sans capituler. Sans capituler. Oui, et autant qu'après, on continue à le critiquer. Voilà, qu'on continue à le critiquer, à valoriser les contre-pouvoirs. Mais là, c'est pas le moment. Y compris la presse, y compris les médias, etc. Donc tu dois choisir de voter pour celui que tu vas critiquer le mieux, en fait, c'est ça. Quand tu fais un vote barrage au second tour, c'est exactement ce que tu fais. À qui je choisis de m'opposer? Qui je préfère avoir en face de moi, à qui je veux m'opposer. Donc ça, c'est le principe du vote barrage. C'est vrai qu'il y a des gens qui votent, t'as l'impression, ils votent pour se définir eux-mêmes. Oui, je voulais en parler de ça aussi. C'est le vote un peu intime. Je vote pour... Qu'est-ce que ça dit de moi? Exprimer ce que je suis vraiment au plus profond de mon âme. Et comme ça, après, on va me demander, et toi, en 2022, t'as voté pour qui? Tu pourras dire, moi j'ai voté... Je ne dis pas de nom, que personne ne se sente visé. Du coup, je suis en paix avec ma conscience. Oui, mais tu vois, du coup, on a Le Pen présidente. Ouais, mais moi, je suis en paix avec ma conscience. Oui, non, mais après, il ne faut pas non plus culpabiliser les gens. Je vais jusqu'au bout. Et on ne te le retirera pas. Mais je suis d'accord avec toi, Léa. Non, c'est pas le dernier soir, d'ailleurs. La culpabilisation, je suis d'accord. La culpabilisation des électeurs, je suis assez d'accord avec toi. C'est un truc que j'ai jamais aimé. Déjà, parce que moi, quand ça a commencé, quand j'étais militant associatif, ça m'a toujours gonflé. C'est notamment les jeunes. Il faut voter, c'est important. Parce que des gens sont morts pour que vous ayez le droit de voter, etc. C'est un registre argumentaire qui m'a toujours beaucoup gonflé. Il faut voter parce que c'est grave, etc. Ça m'a toujours beaucoup énervé. Et donc je suis d'accord avec toi, Léa, le côté culpabilisant des gens en disant si tu votes pas ou si tu votes pas bien, tu seras pas une bonne personne ou tu devras avoir des remords, des regrets, etc. Non, ce qu'il faut rappeler, c'est que vous votez pour un choix de société, sur surtout ça en fait. Quelle société souhaitez-vous demain? C'est la question que en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, moi c'est la question que je me pose quand je fais un choix politique.
et que je choisis pour votre qui je vais conviction. voter. Vote de Mais cœur, on en comme on dit. revient. C'est ce que Non, je- voilà, On en ou revient à ce pas, que tu non, disais. je Ou pas, peux me oui. retrouver effectivement dans les circonstances où finalement je vote pour quelqu'un qui n'est pas forcément mon choix de cœur, mais qui semble être la société la mieux par rapport à mon choix de cœur et qui est accessible. Mais on Adèle. en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aussi bien savoir quels sont les projets de société Ah oui. portés par nos candidats, et ça n'a pas été Ouais. toujours aussi clair, je suis d'accord. Et c'est- Donc, et c'est là lisez que les la professions de campagne, foi. Qui Et sont, vous les si avez vous les avez reçus reçus. d'ailleurs? Moi j'ai rien Non, reçu. il y a plein de hein. gens qui disent qu'ils les ont pas reçus. Non, Et je pense attendez, que- le Même- gouvernement a lâché 300 000 balles pour que ce soit que ça arrive à l'heure cette fois-ci. hein. Ah Ouais, bon. ouais, par Dans rapport au un régional. cabinet de conseil évidemment. pour Mais moi, j'en ai organiser jamais tout rien ça. eu à foutre de la propagande Bah électorale oui, par moi courrier, aussi. mais il y a des gens pour qui ça compte Usul. Emmanuel Macron avait raison sur une chose, il l'avait dit assez clairement à la radio à l'époque, en 2017, lors de sa première campagne, il avait dit « mais on s'en fout des programmes. Ce qui compte, c'est la vision, ce qui compte, c'est le projet ». Il avait dit. Et c'est vrai qu'on super. peut passer un temps fou à regarder Ah non, c'est le insupportable. programme de l'avenir en commun, qui est très riche, il y a plein de choses. Mais on sait au fond de nous que ce qui compte, c'est quelle vision du monde il y a dans ce programme au fond, parce que tout pourra nécessairement pas être fait tel quel. Vous n'êtes pas des clients qui achetaient un truc avec un service après-vente, ça marche pas comme ça. Il y aura Je suis une d'accord avec guerre, toi. il y aura un séisme en Bretagne, il y aura je ne sais quoi qui rendra le truc impossible à appliquer tel quel que dans le programme. Le programme, voyez-le comme un exercice abstrait de la société vers laquelle ça veut aller, pas comme une promesse, un engagement précis, même si tu peux le chiffrer, etc. C'est aller jusqu'au bout de cet exercice abstrait de projection, mais vous voyez bien que une guerre, voilà, là on l'a vu, ça peut tout changer. Le Covid. Non mais Le Covid. en fait, je suis d'autant d'accord avec toi que c'est une des raisons pour lesquelles j'en ai marre un petit peu des programmes et de la logique que ça crée dans nos idées. L'idée que ce soit un truc à la carte où tu sais, on Voilà. fait toujours des comparateurs. On n'est pas des Adil clients. Resti, Bien son sûr que programme, non, genre bien tiens, on sûr. fait des notes, etc. Non, non, bien Attendez. sûr. Et justement, le problème que ça a, cette logique-là de dire les programmes lient les candidats, même Jean Lassalle a promis de se lier juridiquement à son programme, etc. Ça me oui. rend dingue parce que le problème que ça crée, c'est que ça fabrique du coup des problèmes extrêmement tièdes. C'est-à-dire que les programmes, si vous les lisez attentivement, il y a beaucoup de encourager le développement de aller Ouais. vers, et en fait Ouais. c'est C'est des suffisamment intentions, flou, ça. c'est des intentions. Mais oui, mais beaucoup de programmes sont écrits comme Ouais, ça. mais Et je sais finalement, pourquoi c'est ils mieux, les font les politiques. dans un Ils les sens. font parce qu'ils ne veulent pas se lier trop en disant en fait c'est la vision dans laquelle je veux aller, mais je vais vous dire la vérité. Ouais. En fait, ils peuvent pas le dire comme Tu ça, mais crois la pas que vérité c'est c'est je verrai au moment où j'y serai la réalité politique, est-ce que ça me permettra ou pas de le faire. Donc ne me tenez pas rigueur si j'ai pas pu tout faire. Ne m'en voulez pas si j'ai fait des trucs que j'avais pas dit dans le programme parce que j'estime que ça va quand même dans la direction, etc. Donc les programmes tiennent aussi une place un peu débile hein, dans notre culture politique. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Je pense que juste Adèle. de toute façon, dire on va vous imposer ça dans un programme, ça ne marche pas, un petit peu comme n'importe quel outil marketing. Voilà. On va passer à la séquence suivante de l'émission, les amis. C'est l'heure des cartes blanches. C'est parti pour les cartes Ah oui, blanches. c'est Let's vrai. go. Yes, ça. Bravo les cartes blanches. Oui, les cartes blanches. Les Bravo. cartes blanches, comme chaque semaine. Chroniqueurs et chroniqueuses, vous avez le temps que vous voulez pour venir nous parler d'un truc qui vous tient à cœur. Qui c'est qui commence? La seule qui a les yeux levés, ça va être toi, Adèle. Eh merde. Bah, avec plaisir. Vas-y, Adèle, c'est parti. Avec C'est plaisir. horrible, faut passer après Adèle derrière. Eh bah Je ouais. préfère quand on commence et qu'il finit. Bon, alors on l'a dit, cette campagne est un peu décevante. Alors, est-ce que ça serait pas le moment de se replonger dans une campagne beaucoup plus excitante hein? Alors attention, quand je dis excitante, ça va être une excitation mesurée, parce que je vais vous parler de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing. Vous pouvez remettre vos vêtements. Merci, Moi j'aime bien Adèle. parce qu'elle se finit bien, c'était bien la dernière. Tu vas voir, Oui, tu vas oui, voir ça va, laquelle. tu vas voir. Elle se finit bien. Alors, celle-là. ma carte blanche du jour est donc consacrée au documentaire qui s'appelle 1974, une partie de campagne, et qui filme pour la première fois un candidat à la présidentielle en France. Ah, génial, les images sont associées, c'est fantastique. Et donc, c'est aussi un des premiers non, c'est pas documentaires la de Raymond Depardon, l'un des plus grands maîtres du genre, et aussi un fantastique photographe, qui dit lui-même que son objectif, c'est de capturer l'anodin, l'ordinaire, et donc, logiquement, il a fait la photo officielle de... Non, vous avez pas la Il a fait réponse Hollande. Giscard. Non, Hollande. du président Hollande. Ah. en Ouais, dans 2012. l'Élysée, à l'Élysée, là, dans le jardin. Ouais. L'anodin, l'ordinaire, non, ça vous donnait pas un... Bon. Normal. Mais revenons donc à 1974. Je vous remets dans le contexte. Le président Pompidou meurt le 2 avril. Et là, branle-bas de combat, il faut organiser une élection en à peine un mois. Alors, ceux qui se plaignent cette année que la campagne a été trop courte, on se détend, hein. Il y a eu des moments plus compliqués. Les principaux candidats, c'est Chaban-Delmas, ancien Premier ministre, qui sera éliminé au premier tour. François Mitterrand, qui a réussi à faire l'union de la gauche. Un peu le Samuel Grybowski de l'époque, mais en version successful.
j'ai hâte de le rencontrer tout à l'heure. Mitterrand, comme l'appellent les gens pas de gauche du documentaire, va quand même faire 43% au premier tour. Hein. C'est à 41 points près le résultat du Parti socialiste cette année, pour donner un ordre d'idée aux gens. Et enfin, le fringant ministre de l'économie de l'époque, la Valéry Giscard d'Estaing, polytechnicien, énarque, inspecteur des finances, rock and roll. Voilà, lui c'est le candidat moderne. Moderne, c'est le monde que tout le monde emploie pour parler de Valéry Giscard d'Estaing, VGE, parce qu'il est jeune, parce qu'il met en avant sa famille et parce qu'il s'inspire de Kennedy. Kennedy qui était mort depuis 11 ans au moment de l'élection, donc c'est très moderne comme inspiration. Après, il est moderne quand même dans le fait de laisser Depardieu le filmer comme il l'entend, avec des plans séquences de dingue. Enfin, c'est hyper précurseur pour l'époque, je vous invite à aller voir. Des moments hyper émouvants aussi qui montrent assez bien la solitude de l'exercice du pouvoir et aussi des accès à des discussions stratégiques et confidentielles où la caméra tourne sans coupure, en toute détente. Alors, en toute détente, c'est sur le moment. Parce qu'une fois qu'il a vu le film, VGE, il a quand même interdit la diffusion, au motif que ça renvoyait une image de lui trop authentique. Voilà, apparemment, dire la vérité aux gens, c'est pas compatible avec le métier de président. Donc, voilà. Bon, après, il a quand même fini par autoriser la sortie en 2002. C'est pour ça qu'on peut le voir aujourd'hui. Combien d'années ? Putain, c'est incroyable. 28 ans après. 28 ans après. Je sais pas. C'était l'année de la création de l'UMP. Je sais pas s'il y a un lien. Peut-être qu'il s'est dit, c'est foutu. Vas-y, le comeback, j'y crois plus. Je sais pas. C'est possible. Arrêtez d'y croire en 2002. Alors, si vous avez envie de vous replonger dans l'ambiance jean pas de def, sous pull orange, hippie punk, disco, eh bien, ne regardez pas ce documentaire, parce qu'il n'y a rien de tout ça dans les meetings de Valéry Giscard d'Estaing, évidemment. C'est quand même lui qui a inventé le concept de changement dans la continuité. Oui. D'ailleurs, il le dit au début du docu. C'est très drôle. Il fait « Je veux le changement sans le risque ». Voilà. Le progrès n'est pas la pagaille. Mais moi, je trouve quand même qu'il a pris un gros risque. Parce que quand tu choisis comme chauffeur de salle Mireille Mathieu et Charles Aznavour, pour ton meeting, tu vois, c'était... Bon, voilà. C'était une époque. Ouais, c'était une belle époque. Et écoute, ça a marché. Parce que oui, spoiler alert, Valérie a gagné. Et je suis au regret de vous annoncer que cette phrase, vous ne l'entendrez pas dimanche. Non. Alors, il a gagné, mais ric-rac, 50,81%, c'est pas large. Et c'est pas très loin de ce qu'on nous prédit aussi un peu pour le deuxième tour Manu Marine dans certains sondages. Ouais. Donc, du coup, je pose ça là et je rappelle que dimanche, on a une élection. Merci Adèle pour cette carte blanche, merci beaucoup. Le documentaire de Raymond Depardon qui est à retrouver sur la plateforme de l'INA. Ah oui, sur le site de l'INA. Il faut la payer ou Oui, je crois qu'il faut le payer. C'est payant. Ils sont chiants l'INA avec ça. En fait, c'est pas, tu payes pas sur l'INA. Ils ont une plateforme, je sais plus comment ça s'appelle. Tu dois payer un abonnement et en fait tu prends un abonnement. Ça peut pas se bicrave sur YouTube. Je suis sûre qu'il doit y avoir une solution. Moi, je pense que vous savez ça mieux que moi. Vous ne l'aurez pas entendu ici, mais ça se bicrave. Mais vraiment, tous les docus de Pardon d'ailleurs. Ouais, et allez voir tous les autres docus de Pardon. Notamment le dernier sur les hôpitaux psychiatriques qui est à Vinatier. Sur un hôpital psychiatrique à Lyon, qui est juste... Ouais, super documentaire. En tout cas, voilà, merci Adèle. Donc ce docu est à retrouver sur le site de l'INA ou ailleurs sur Internet. Il faut que les jeunes... C'est quoi le titre de ce docu ? Ça s'appelle 1974, une partie de campagne. C'est en hommage à la nouvelle de Maupassant et au film de Jean Renoir, ce qui est un petit peu rigolo parce que l'idée c'est des mecs qui plotaient des meufs. Donc, je sais pas s'il y avait un lien avec ce qui est arrivé à VGE il y a quelques années, mais bon voilà. Je disais, on sait pas. Quand on nous a vendu Macron jeune et tout, il y en a plein qui ont observé que ça ressemblait quand même beaucoup à Giscard. Bien sûr. On est vraiment capable. Je sais plus qui avait dit Macron c'est Giscard avec un smartphone. Les gens étaient vraiment jeunes. Je sais plus qui avait dit ça. Il avait 48 ans. Mais je suis assez d'accord avec l'analyse. C'est très très juste. C'est très juste. Il y a beaucoup de giscardistes saisissants. Il y a que les vieux qui ont trouvé que Macron ça faisait jeune et que ça renouvelait. D'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui a prononcé l'éloge funèbre de Valéry Giscard d'Estaing au Parlement européen, ce qui en dit très long sur la continuité philosophique et politique entre les deux hommes. Léa, à ton tour. Merci beaucoup. Moi, je voulais vous parler d'un petit événement à la veille du premier tour, pour notamment peut-être les gens qui ne se retrouvent pas dans l'élection de dimanche et qui iront peut-être voter ou pas, mais qui se disent qu'ils ont quand même envie, avant ça, de manifester leur désaccord avec le monde dans lequel nous vivons et la société dans laquelle nous vivons. Donc vous pouvez faire comme Musul, voter Mélenchon ou pas. Si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez en fait. Ouais. Vous pouvez aussi aller à la marche qui est organisée, la marche pour le futur, qui est organisée par... un bon paquet d'associations pour justement lutter contre les inégalités, les discriminations en tout genre. Donc il y a plusieurs marches, comme vous le voyez sur l'écran, qui sont organisées dans toute la France. Donc voilà, en ce qui concerne la marche à Paris, elle partira de Bastille à 14h. Donc je vous invite nombreuses et nombreux à participer à cette marche si vous le souhaitez, si vous avez envie de marcher pour le futur. C'est pour qui ? C'est quoi ? C'est qui organise ? C'est plein d'associations. On peut avoir
peut-être la liste si tu reviens avant. Parce que c'est c'est très Je vais vague, te donner. le futur. Non, mais c'est des associations qui. Qu'on connaît. Oui, bien sûr. Ah bah oui, il y a Nous Toutes, il y a qui Action contre la faim, Action Aid, il y a qui Alternativa, il y a D'accord. Amnesty, enfin les Je Amis trouve de la pas. Terre. Ah oui, c'est Ah bien. ouais, ouais, C'est c'est vraiment. Et Et voilà très la bien. liste quoi. hein, Il y a du toute la monde. Smala, d'accord, ok. Je trouve pas la Donc, liste, mais ok, d'accord. La liste est sur le site, mais juste en dessous. D'accord. Donc voilà, c'est Bah, je savais une petite pas. information. Ah oui, effectivement. Si vous voulez venir, je pense que j'y serai. C'est un rassemblement un peu des causes de gauche hors parti. Tout à fait. Ouais, Plutôt ouais, le secteur c'est ça. associatif, quoi. Ouais, Ouais, tout c'est à- ça. Ah oui, puisque les partis politiques n'ont pas le droit de signer. Ah, c'est absolument de interdit, ouais. signer, de signer le manifeste. Et de Charles faire Damien, quoi que ce soit d'ailleurs pendant la période de réserve. Merci beaucoup Léa du coup pour cette invitation à Manif. Usul, c'est à toi pour ta carte Oui. blanche. Alors, est-ce que vous connaissez le mukbang? Non. Bon, est-ce que vous savez encore. qu'en Corée du Sud s'est développée une mode à un moment qui consistait à se filmer tout simplement en mangeant un truc? Ah oui, si. Qui était le reflet d'une société où le lien social se cassait, où les gens mangeaient seuls chez eux, vite, pas forcément chez eux d'ailleurs, au bureau, pourquoi pas, et qui du coup mangeaient devant quelqu'un sur YouTube qui mangeait avec eux. Voilà. Sauf que ce concept qui était typiquement venu de, regardez les images, voilà, qui était typiquement venu de Corée du Sud, une société voilà hyper capitaliste, etc. s'est répandu et on l'a retrouvé jusqu'aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, quand les influenceurs ont adapté le truc un peu à la sauce américaine, vous doutez bien de ce qu'ils ont fait, des trucs encore plus débiles, c'est-à-dire Ouais. que eux, c'est tout de suite devenu il faut manger le plus possible, ouais, le d'accord. défi Ouais. d'ingérer Ouais. 10 000 calories en 1 heure, et c'est devenu on mange de la junk food, etc. Et bon, vous imaginez que c'est devenu rapidement assez mortifère en fait comme ambiance. Ces gens qui essayaient de manger le plus possible en mettant leur vie en fait en danger, leur santé en danger assez vite. Et est-ce qu'on peut remettre les images de la vidéo que j'ai sélectionnée pour vous? C'est l'épisode de Infernet, une chronique sur Blast qui est animée et écrite par Pacom Thielman. Ça dure 30 minutes, il revient, c'est lui, Pacom Thielman, un intellectuel qui aime beaucoup citer du Walter Benjamin, et qui va vous expliquer un petit peu comment cet homme, Nicolado Avocado, là, je sais pas quoi, qui était un influenceur vegan à la base. Il mangeait que des trucs vegan. Et d'un coup, en fait, il s'est fâché avec les végans qui l'emmerdaient, qui arrêtaient pas de l'emmerder, lui dire ça, c'est pas exactement vegan comme il faut. Ah, Tu il y en a- fais il y ça en a pour des comme ça, ouais. tu fais ça pour avoir de l'attention. Et à un moment, il a arrêté d'être vegan et il s'est lancé dans ce truc débile de manger le plus possible. Et le gars a pris des kilos et des kilos et des kilos. Et c'est devenu... il s'est montré comme une bête de foire, mais en ayant accepté que c'était ça maintenant son truc. Regardez ce qu'il est devenu au bout de quelques années. Il met en scène ses malheurs, il met en scène ses ruptures avec son mec, avec lesquels il a fait de sa vie un spectacle, mais aujourd'hui il vit dans cet appartement. Il vit grâce à ses haters et son slogan à cet influenceur, c'est de dire « c'est votre faute ». Ce que je suis devenu, c'est parce que vous m'avez regardé. Quand il y a ces vidéos à lui, il y a autant de dislikes, voire plus de dislikes que de likes. Mais ça, l'algo s'en fout, c'est des vues. Et donc lui est riche aujourd'hui de gens qui viennent le regarder faire ce spectacle macabre, à savoir devenir cette créature à la vue de tous qui se fait du mal en fait, qui est dans une démarche d'autodestruction. Ah, c'est Et on hyper vient intéressant, regarder ouais. ça. Donc Pacom Thielman fait ses chroniques, ça s'appelle Infernet. C'est sur tous ces phénomènes un petit peu bizarres d'Internet qu'on ne veut pas regarder ou dont on se dit c'est la marge. C'est des trucs bizarres qui existent sur Internet, mais c'est la marge. Et lui, souvent, Pacom va nous ramener en nous disant non, c'est au cœur d'Internet. Ça, c'est les dynamiques des réseaux sociaux, de l'attention, d'une certaine économie de l'attention. L'économie de l'attention, ouais. Des créateurs qui deviennent fous, des créateurs qui mettent parfois leur vie en jeu, et il va aller dans les coins les plus sombres de l'Infernet. Et Infernet, on peut le voir comme comme inférieur, le sous-Internet, ou infer comme infernal, l'Internet infernal. Je vous recommande vraiment ces chroniques. Pour l'instant, je crois qu'il y en a 3-4. Ça dure 30 minutes, c'est sur Blast, c'est pas comme Thielman, et ça s'appelle Infernet. Et voilà. Merci beaucoup. Allez regarder ça, c'est à la fois terrifiant et ça nous interroge aussi nous sur notre pratique, parce que est-ce que ce que ces gens font quelque part, c'est pas aussi parce que nous on les regarde, qu'on les aime ou qu'on les déteste, qu'on les trouve bizarres ou Nous, qu'on on les est trouve peut-être en train de fascinants. devenir comme ça aussi. Et voilà, il y a des gens qui nous regardent aussi, ça se trouve, en nous détestant.
Ouais. Ouais, bien sûr. Mais c'est certain. Ouais. Et puis Oui, on, c'est certain, on est influencé c'est partie par. du truc. Merci beaucoup Usul pour cette carte blanche, en tout cas merci pour cette recommandation. Pour ce qui me concerne, j'ai pas vraiment de carte blanche, juste pour vous parler du programme du week-end. Donc ce week-end il va se passer quelque chose d'important, c'est la Zilan évidemment. C'est Kenny qui va gagner à la fin comme non je déconne. Il y aura évidemment la Zilan et on va tous kiffer ensemble et ça va être trop bien. Mais il y aura aussi du coup l'élection présidentielle dimanche. Période de réserve oblige, je vais streamer mais j'aurai pas le droit de parler des candidats. Voilà, donc je vais être obligé de respecter la loi et ça va être, à mon avis ça va donner des streams un peu rigolos. Donc j'hésite d'ailleurs à vous faire la lecture de la Constitution en ASMR samedi. Ça je m'étais engagé à le faire et peut-être que je le ferai dès samedi, ça va être rigolo. Et dimanche, je ferai une soirée électorale sur ma chaîne. Je serai tranquillement à la maison avec vous pour regarder avec vous les résultats, les réactions des candidats. J'ai obtenu les droits de diffusion de BFM TV pour du coup le reveal à 20h pile et les réactions des candidats derrière. Donc rendez-vous dimanche, on va kiffer ensemble cette soirée électorale et puis on va débriefer ensemble les résultats et ça va être cool.